C'est le défi le plus long de toute ma vie. Mais avant que je vous explique, il va falloir allumer la lumière. Voilà, c'est un petit peu mieux avec un peu plus de lumière. Bref, il est temps de vous parler de mon défi le plus dur. Eh bien, je viens d'avoir 30 ans. Il n'y a pas très longtemps, il y a genre une dizaine de jours. Et je me suis dit, pour mes 30 ans, bah pourquoi pas faire 30 sorties de 300 km. Le tout, c'est de le faire pendant toute mon année des 30 ans. Donc j'ai un an pour faire 30 sorties de 300 km. Ce qui équivaut à 9000 km juste avec ce défi. Donc c'est pour ça que c'est le défi le plus long. Et sûrement aussi le plus dur, parce qu'il va falloir être régulier dans la durée. Il va falloir aussi faire des sorties de 300 bornes. Alors c'est une distance que j'aime bien, que j'affectionne. Et qui est pas trop dur, je trouve, pour l'instant. Au niveau des règles, c'est assez simple. J'ai juste besoin de faire 300 km et ça va rentrer dans le compteur de mes 30 sorties de 300 km. Mais aussi et surtout, et ça c'est une règle que j'ai rajoutée, si je fais des sorties de plus de 300 km avec un multiple de 300, par exemple 600, 900, 1200, eh bien ça compte comme un multiplicateur. C'est-à-dire que si je fais une sortie de 600, bah ça va me compter comme deux sorties de 300 km. Et oui, je tourne cet épisode de Storytime sur le vélo et même sur Zwift, et reste jusqu'à la fin, tu vas vite comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais évidemment te parler de ce gros défi, mais je vais aussi et surtout te donner quelques petits conseils que j'ai pu apprendre lors de toute cette année où j'ai fait ce défi. Mais avant de commencer, pourquoi j'ai fait ce défi ? Alors déjà, la première grosse raison, c'est que j'avais envie de marquer mon passage à la trentaine. Et oui, le 23 janvier 2025, j'ai eu 30 ans, ouais, ça arrive à tout le monde. Et comme j'avais pas vraiment prévu une grosse aventure pendant l'été, je me suis dit qu'il fallait un défi qui tienne toute une année. En plus, c'est un défi hors du commun que j'ai jamais vu nulle part, donc je me suis dit vas-y banco, je me lance là-dedans. C'est un défi sur le long terme, voire même le très long terme, un an pour réaliser 30 sorties de 300 km. C'était ni trop, ni pas assez. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Et aussi, une autre raison, c'est que j'avais envie de me dépasser sur une sortie qui est à la fois courte pour de l'ultra-endurance et à la fois longue pour tout un chacun, qui fait que 70, 80, voire 100 km par semaine. Je voulais voir si dans la durée, tenir un tel engagement, ça pouvait le faire ou au contraire, que ça allait être difficile. Et ça, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Voilà, maintenant que vous avez les règles, il est temps de vous parler de cette journée. Je vais profiter de ce défi un peu con. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un défi, comme je sais bien les inventer, un peu débile. Eh bien, je vais profiter de ce défi pour débloquer un badge sur Stat Centers. Ce badge, il est assez simple, c'est de faire un grand carré de 50 petits carrés par 50 petits carrés. Kilomètre 55, il est temps de vous parler un petit peu de ce que j'avais prévu comme stratégie pour ce gros défi. En vrai, au début, j'avais pas vraiment de stratégie, j'avais juste plus ou moins prévu de faire 2 à 3 sorties par mois. Ce que j'ai commencé à faire au début, mais c'est un peu plus compliqué vers le milieu. Au milieu de l'année, entre mai et août, j'ai un petit peu baissé cette fréquence, parce que j'arrivais pas forcément à me motiver, j'avais pas forcément le temps aussi, je savais pas forcément où aller, et surtout avec le déménagement, c'était un petit peu compliqué d'intégrer des sorties de 300 km, parce qu'il faut savoir que ça me prend quand même toute la journée, quoi. Voire la veille, il faut que je me prépare un petit peu, le lendemain, il faut que je récupère. Donc ça me prend quasiment 3 jours où je suis un petit peu off. Et à la fin, à partir de septembre, ça a bien changé. Et ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, globalement, j'avais aucune programmation des sorties à l'avance, et ce, de la première sortie à la dernière sortie. En vrai, j'ai décidé plus ou moins la semaine précédente pour la semaine suivante. Mais par contre, il y avait un truc qui était sûr, c'est que j'avais envie de faire plein de petits défis dans ce gros défi. Et le premier petit défi, c'était de finir et d'avoir le badge sur Stat Centers, le badge d'avoir un carré de 50 par 50. C'était une expérience assez cool parce que ça demandait de faire des traces assez particulières, un petit peu difficile aussi à faire. Ça me demandait de faire demi-tour sur des routes que je connaissais pas. J'ai appris à connaître et j'ai vu des routes que je connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir un petit peu plus la région de la Touraine, et voilà, je devais absolument finir ce carré de 50 par 50 avant de déménager, parce que une fois à Besançon, il aurait fallu que je démarre de zéro quasiment, donc ça aurait été encore plus dur d'avoir un carré de 50 par 50, d'autant qu'avec les montagnes et tout, c'est plus compliqué qu'en Touraine. Évidemment, je vais avoir d'autres défis que vous verrez sur la chaîne, dont un qui va arriver dès la semaine prochaine.
Bon, sur YouTube, vous allez le voir qu'à la fin. Enfin, vous l'avez sûrement même déjà vu. Mais ce défi, c'est de faire une diagonale, de partir de Hendaye et d'aller jusqu'à Lauterbourg, au nord de Strasbourg. Ça va me faire une sortie de 1200 km. Donc ça va me rajouter 4 sorties de 300 km. Ce qui est plutôt pas mal. J'en serai à 5 normalement dans 2 semaines si tout se passe bien et que j'arrive à finir cette foutue diagonale. Vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai voulu faire une diagonale en février et je suis parti, j'étais complètement malade. J'ai quand même décidé de prendre le départ. J'ai fait 300 km, enfin 250, je suis arrivé à Bordeaux alors que je devais pas m'arrêter à Bordeaux. Je me suis arrêté dormir, je me suis dit bon peut-être que le lendemain ça ira. Et ben le lendemain c'est pas allé. Donc voilà, je suis rentré à Angoulême, j'ai pris le train, j'ai quand même eu 300 km. C'était vraiment pas les plus faciles parce que avec la fièvre et tout, c'était même trop dangereux. Et pour ainsi dire, je pense que parmi les 30, c'était peut-être la plus compliquée physiquement parce que voilà, je vous conseille pas du tout de faire du vélo en étant malade, fiévreux, courbaturé. Donc, voilà. Donc ne faites jamais de 300, ne faites jamais d'ultra, mais même de sortie à vélo, aussi petite soit-elle, si vous êtes complètement malade. Je continue donc ma première sortie de 300 km à essayer de prendre des petits carrés et certains étaient un peu boueux. Ouais, j'avais pas trop le choix que de prendre certains chemins et en plein hiver, c'est quand même pas une bonne idée. Si jamais vous souhaitez faire ce défi, je peux vous donner un petit conseil, c'est d'activer une extension de StatHunters qui s'intègre facilement. Je crois qu'elle s'intègre sur Strava, mais surtout elle s'intègre sur Komoot. Donc ça vous permet de savoir quel carré il vous reste à faire et surtout là où vous n'êtes jamais passé. Ce gros défi, je l'ai commencé vraiment sur les chapeaux de roue parce que dès le mois de février, j'ai commencé avec 3 sorties de 300 km, ce qui m'a permis d'être à peu près rassuré pour la suite. Alors je crois que je vais faire demi-tour pour éviter de me taper des grosses côtes. Voilà. On va éviter de trop monter pour cette dernière sortie de 300 km. Lors de cette première sortie, j'ai remarqué quelque chose qui peut aussi t'arriver. En 2024, j'ai participé à la Race Across Paris et j'ai tout fait pour gagner, donc j'ai fait une grosse prépa de dingue. Et au terme de 18 heures de course, 520 km et seulement 20 minutes de pause, eh bien, je suis arrivé deuxième. C'était la première fois que j'allais aussi vite sur une telle distance. Franchement, c'était fou, inconcevable et presque même irréaliste, mais j'étais, et je suis toujours, hyper fier de cette performance. Le problème, c'est qu'en reprenant l'ultra-distance et en faisant ce défi de faire 30 sorties de 300 km, eh bien, j'avais toujours cette performance en tête. Alors, j'essayais de reproduire la même chose. Sur 300 km, je me disais que c'était possible de faire moins de pauses, d'aller plus vite et surtout d'avoir aucune défaillance comme c'était le cas le jour de la course. Sauf que, évidemment, ce n'était pas du tout le même contexte et la même préparation. Et pendant longtemps, surtout au début de ce gros défi, eh bien, je me suis battu avec cette idée de devoir faire toujours plus, ou du moins autant que lors de cette performance, lors de cette Race Across Paris. Mais heureusement, avec le temps et à force de faire des sorties de 300 km, j'ai appris à faire en fonction de ma préparation actuelle et non en fonction de ma préparation passée. J'ai dû accepter d'aller moins vite, d'être moins performant, et ça, c'était un petit peu dur. Mais heureusement, plus tard, je vais bien me rattraper et je vais sortir une perf, un 300 km de zinzin. Je te laisse voir, c'est un peu plus tard dans la vidéo. Le mois suivant, en mars, j'en ai fait que une, là aussi pour prendre des carrés. Donc j'ai un petit peu perdu le rythme, mais je savais qu'en avril, j'allais le récupérer. Et en avril, vous le savez, j'ai enfin pu faire cette diagonale que j'avais en tête depuis plusieurs années. Je vais pas tout vous raconter parce que globalement, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc si ça t'intéresse de la voir, je te mets quelque part, en haut, à gauche, en bas, dans la description. Bref, tu pourras aller voir la vidéo sur la diagonale. L'un des seuls conseils que je pourrais vous rajouter en parlant de cette diagonale, eh bien, c'est d'y aller vraiment tranquillement. Si jamais vous voulez faire une sortie de plus de 1000 km alors que vous en avez jamais fait, eh bien, je vous conseille d'y aller encore plus lentement que quand vous faites des sorties d'ultra de 300, 400, 500 km. Voilà, allez-y à votre rythme et tant pis si vous faites plus de pauses. Dites-vous que vous n'avez pas de chrono, surtout si vous le faites vous-même. Après, si vous le faites pour la première fois en course, de manière organisée, c'est autre chose. Mais voilà, prenez le temps, assurez-vous de kiffer aussi, et ça, c'est le plus important.
j'arrive bientôt au premier tiers de cette dernière sortie de 300 km. J'arrive bientôt à 100 km et il est temps du coup dans cette vidéo de vous parler de cette 10e sortie, celle qui marque le premier tiers de ce gros défi. Ça y est, j'ai fait 9 sorties de 300 km, j'arrive à la 10e, premier tiers qui se fait au début mai, donc je suis plutôt serein sur la suite, quoique vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué pour le dernier tiers, voire même la dernière moitié. Cette 10e sortie, j'avais envie qu'elle soit un petit peu exceptionnelle. C'est une idée que j'avais dans la tête depuis au moins 2-3 ans, voire même peut-être 4 ans. L'idée principale, c'était de faire un Everesting sur une côte un peu toute pétée à Tours, une côte de 800 mètres avec, 34-37 mètres de dénivelé. Je vous laisse avec quelques images de ces défis un petit peu dingues. Bon les amis, c'est parti pour ce nouveau challenge, Everesting Challenge. L'idée c'est de monter 8848 mètres de dénivelé, soit l'altitude de l'Everest, sur une seule montée, à faire des allers-retours. J'en ai pour 221 fois à monter cette fameuse côte de la Tranchée, côte la plus redoutable et la plus redoutée de Tours. Il y a pas mal de travaux, c'est un peu chiant mais ça va le faire. Ce qui est bien dans un sens, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de circulation, donc je vais être plutôt tranquille. Après, plus de risques de crevaison, et ce qui est bien, c'est que c'est qu'en montée. La descente elle est nickel, propre, donc c'est pas si dangereux que ça. Ça sera trop cool, et je suis déjà accompagné, ça c'est chouette. Salut. Bon, c'est la galère avec les travaux. Comment monter là? Ouais, j'ai commencé il y a pas longtemps, c'est ma 2e. Ah oui. Donc vraiment tout frais, tout frais. Ouais, en fait je suis venu en voiture, donc j'ai tout mis dans la caisse. J'ai mis des duvets, matelas, tout le tralala pour dormir. Ouais, c'est pas mal. Donc là pour un ultra, je crois que c'est l'ultra le plus confortable que je vais pouvoir faire. Cette sortie était vraiment top et très sociale. Elle était pas trop dangereuse en termes de circulation, ça c'était en partie grâce aux travaux et au fait que j'ai fait ça de samedi soir à dimanche soir. Malgré la difficulté, on parle quand même de 458 km et plus de 9600 mètres de dénivelé, eh bien je trouve que c'était pas si dur par rapport à d'autres sorties de 300 km. J'en retiens quand même 5 choses principales qui ont marqué ce petit défi dans le gros défi. Allez, je chiale pas, je chiale pas, je chiale pas, je chiale pas tout de suite. 240... ouais si c'est ça, oh la vache, 245 montées. Vous voyez les stats sur le Garmin, ça parle d'eux-mêmes, ça parle de je sais pas. Ça faut pas s'y fier, hein, ça a bugué. D'ailleurs, je voulais profiter des 5 dernières côtes parce que voilà, je vais arrondir à 250 pour être sûr d'avoir 8848 mètres de dénivelé. J'en aurai sûrement plus. Et tant mieux. Faire un petit état des lieux un petit peu de cette aventure. Alors en 1, je pense que je vais commencer par justement ce côté convivial qu'il n'y a pas habituellement sur les ultras. Maxence qui m'a accompagné à 40 tours au début, une vingtaine je crois au milieu, enfin vers la fin. Vous avez été des amours aussi à m'envoyer, à me donner de la bouffe, à me proposer des services, à me proposer de m'aider tout simplement, et rien que votre présence m'a beaucoup aidé. Je vais vous donner le deuxième point marquant, le deuxième fait marquant qui m'a le plus marqué, c'est je pense cette matinée pluvieuse de 8h à midi 13h, très difficile avec 2 grosses averses où j'ai dû m'abriter. Très dur, ça m'a challengé énormément mentalement. Ça m'a vraiment mis mal au point où j'ai eu l'idée d'abandonner. Allez, encore 3 montées. J'ai commandé ma pizza, comme ça elle sera prête quand j'aurai fini. De quoi je pourrais vous parler en 3e point? Ouais, allez, de ça, franchement. Justement, je vous montrais le dénivelé qui a bugué. Et donc ce bug là qui m'a retourné aussi mentalement, je dirais ce bug là, qui apparemment d'après un abonné serait à cause de la couverture nuageuse qu'il y avait. Je trouve ça bizarre parce que là il n'y a plus énormément de nuages et ça devrait fonctionner. J'ai réétalonné, etc. Enfin bref, ça ne fonctionne pas. Donc ainsi soit-il, j'ai tout fait au calcul.
en espérant que mes calculs soient bons. Allez, il me reste 2 en 4e point que je pourrais aborder. C'est l'histoire avec le community manager du compte Instagram de la ville de Tours. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête de me lancer un défi dans le défi de me faire payer un flanc par le community manager du compte Instagram de la ville de Tours. Parce que je sais pas pourquoi. Parce que mine de rien, ce défi, il avait un peu une vocation sociale, une vocation un petit peu de montrer que en fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire un défi à l'image d'un sommet comme l'Everest, puissant, énorme, grandiose, et surtout très polluant, très cher et mortel. Hein. Qu'en fait, on peut faire, même tous, des défis locaux plus abordables en termes d'écologie, en termes de financement, en termes de plein de choses. Donc voilà, il y avait cette vocation-là dans ce défi. D'une façon générale, il faut dire que bah oui, tout est possible quand on s'en donne les moyens. Ah bordel, fais gaffe toi. C'est la dernière, 250e côte. Allez, j'ai le droit de pleurer. Le dernier point à retenir, il pourrait y en avoir 150, il pourrait y en avoir même 250 des points à retenir. Ça pourrait être la circulation, ça pourrait être les travaux à gauche, pardon à droite, toutes les bouches d'égout que j'ai retenues, que j'ai mémorisées, tous les pièges que j'ai mémorisés. Si je pleure, c'est parce que je pense que cette dernière chose, c'est un peu le dernier point final d'un truc. Cette aventure que j'ai imaginée depuis bien longtemps, c'est un peu le défi pour dire au revoir à cette ville qui m'a accueilli pendant presque 11 ans, dans laquelle j'ai fait quelques conneries, aussi bien en étant étudiant bien sûr, mais aussi sur le vélo. Hein. C'est aussi une façon de dire au revoir à cette ville. Et je pense, sans mauvais jeu de mots, et il est tout pourri, je sais, avoir enfin fait le tour de Tours dans tous les sens possibles et inimaginables. Alors je pense qu'on pourrait trouver d'autres conneries à faire, mais je pense que déjà ces 2 gros défis sont vraiment pas mal. C'est fini quoi, c'est fini. Je n'aurai plus à monter ici. Et voilà. Normalement quand je vais actionner le petit bouton, ça va faire 25. Même pas. Non. Putain, ça veut dire il m'en reste une, j'ai mal compté. Voilà, tout ce tralala pour en fait. Et en fait, il m'en manque une. Allez, la dernière, je la fais sans filmer, je la fais vraiment pour moi et pour personne d'autre. Même pas sur Instagram. Voilà, je la fais pour moi et pour profiter de cette ville. Voilà. Ça y est, j'ai fini l'Everesting. Il est temps de passer à un autre concept que vous avez vu aussi sur la chaîne, que j'ai un peu plus détaillé, c'était le parcours des abonnés. Bon, le parcours des abonnés, c'était ni plus ni moins que la 11e sortie de 300 km. Pour des raisons évidentes, je vais pas plus rentrer dans les détails au sujet de cette sortie parce que c'est ni plus ni moins que la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Si ça t'intrigue, je t'explique rapidement les règles. En gros, c'est les abonnés qui choisissaient ma destination et je devais y aller sans carte et sans GPS. C'est un concept que j'ai trop aimé faire, qui a pas super bien marché en vidéo, mais c'est pas grave, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit de faire un épisode 2 et ça pourrait être grave cool de le faire en partant de Besançon et peut-être d'aller vers la Suisse, peut-être l'Allemagne ou peut-être d'autres départements complètement absurdes. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour te dire de t'abonner et pour pas louper mes prochains défis un peu loufoques en ultra distance, mais aussi pour pas louper mes prochaines vidéos en bikepacking. Et crois-moi, la prochaine vidéo va être vraiment belle, du moins je l'espère. Je l'ai pas encore tournée d'ailleurs. Pour te teaser un petit peu, ça sera une aventure que je vais faire dans la neige. Ouais, je pense que ça va être magnifique, avec des beaux plans et tout. Voilà, j'essaie de pas trop m'avancer, mais voilà, abonne-toi si tu veux pas la louper. Bon, là on arrive dans une partie un peu critique de ce défi, qui est l'approche de cette moitié, donc l'approche de cette 15e sortie de 300 km. Et là c'était un petit peu plus dur parce que je pouvais pas rouler toutes les semaines. Je faisais qu'une sortie par mois, donc ce qui m'a pris énormément de retard. Parmi ces sorties, il y en a une qui est un petit peu drôle, qui paraît un petit peu loufoque, comme pas mal de mes petits défis dans ce gros défi.
c'est d'aller à Paris la nuit. Alors pourquoi la nuit ? Eh bien c'est simple, le 1er juillet, date à laquelle je suis parti, eh bien je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une canicule de fou zinzin. C'était un mardi et là où je travaillais, dans les écoles à Tours, le maire a décrété que toutes les écoles allaient fermer l'après-midi parce que c'était trop dangereux pour les élèves. Moi dans ma tête, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien je me dis qu'il me reste mardi après-midi et mercredi pour rouler. Ça me laisse largement de quoi faire pour faire un nouveau 300 km. Sauf que évidemment quand on est en pleine canicule, c'est pas ouf pour faire 300 bornes. Allez, je viens de passer les 100 km, ça y est, il m'en reste 200 pour finir ce gros défi. Et là j'ai eu une idée un petit peu folle, c'était de me dire, ok, il fait chaud le jour, pourquoi pas rouler la nuit, là où il fait un petit peu moins chaud. Et j'avais pas forcément d'idée de là où aller, donc voilà, je me suis fié à une idée que j'avais il y a encore fort longtemps, genre 2-3 ans avant, où je m'étais dit, ce serait cool de partir de Tours, d'aller à la Tour Eiffel et de revenir. Donc sur les coups de 20h, 21h, je sais plus, à la tombée de la nuit, je me suis dit que j'allais aller voir la Tour Eiffel et j'allais revenir. Bon, cette fois-ci, je suis parti de Blois, je suis revenu jusqu'à Orléans, ça m'a fait, 307 km, ouais c'est ça, 307 km. Et surtout, j'avais très envie de faire un peu comme Remco Evenepoel, devant la Tour Eiffel, en pleine nuit, après avoir fait 200 km. Donc voilà, je suis arrivé à 4h du mat, devant la Tour Eiffel. C'était assez drôle à faire, il n'y avait personne sur les routes, il faisait frais, donc voilà, j'étais très content. Par contre, il y a un truc qui était super dur, c'était de traverser la Beauce, donc tout plat, sans rien avoir, juste des éoliennes. C'était franchement pas ouf, que ce soit de nuit comme le matin, très tôt, au lever du soleil. Rien n'était ouf. C'était pas du tout pour les paysages, là j'avoue, c'était que pour arriver à la destination. Voilà, par rapport à cette sortie, si je devais vous donner un seul et unique conseil par rapport à ce Paris by Night que j'ai pu faire le 1er juillet, eh bien si vous faites de l'ultra, je vous conseille de surtout investir dans un bon éclairage. Donc voilà, si vous avez les moyens, investissez dans un moyeu dynamo avec une bonne lampe qui se branche en dynamo. Si vous avez un peu moins les moyens, mettez 50, 60, 80 balles, ouais je sais ça peut paraître cher, dans une super lumière qui vous éclaire vraiment beaucoup et qui a une autonomie vraiment forte. Et vous pouvez, je vais même dire vous devez investir dans une lumière que vous allez mettre sur le casque, histoire de voir quand vous tournez la tête, parce que votre vélo il tourne pas toujours en même temps que votre tête. Bref, surtout ne négligez pas et la qualité et l'achat de bonnes lumières. Allez, je viens de dépasser la moitié de ce dernier 300 km, il est temps d'attaquer la moitié de cette grosse aventure, de ce gros défi. Là où j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai repris un petit peu plus sérieusement ce défi autour du 24 août. Le 24 août même, c'est la première fois que je faisais un 300 km aux alentours de Besançon. Et faut dire que la reprise s'est pas super bien passée. Et pour cette 13e sortie de 300 km, eh bien je me suis simplement dit que j'étais pas très loin des Vosges et qu'il y avait des cols que j'avais encore jamais grimpés. Donc je regarde mon affiche des 100 cols à gratter et je me dis que il y a 3 cols que je peux aller choper en partant de Besançon, en allant monter les 3 cols et en revenant. Ces 3 cols, c'est la planche des belles filles. Alors quitte à être sur la planche des belles filles, autant aller à la super planche des belles filles. Donc qui se termine par un chemin, c'était pas ouf mais voilà au moins je l'ai fait. Il y avait le ballon de Servance et le grand ballon, c'était pas trop compliqué, je passais par la Haute-Saône où c'est un peu vallonné mais ça va. Une fois là-bas j'étais trop content de pouvoir monter des cols en partant de chez moi, c'était trop bien. Et par contre le retour ça s'est un peu moins bien passé. Lors de ce 300 là j'avais envie de tester de prendre des gels que je peux prendre quand je suis en compétition. Quand j'en prends en compétition, il n'y a pas de problème, je les digère super bien. Sauf que là, j'en ai pris un, peut-être qu'il était périmé, j'en sais rien. Mais au bout de la moitié de 150 km, il me restait 150 km à peu près, j'ai commencé à ressentir des grosses douleurs au ventre. Je me sentais de plus en plus ballonné. Ou alors c'était peut-être la tarte aux myrtilles que j'ai mangée au pied du dernier col. Et bref, je suis rentré de Montbéliard à Besançon en longeant le Doubs, donc un terrain qui était très plat, qui était propice à prendre de la vitesse, sauf que je pouvais plus prendre de la vitesse, j'étais vraiment patraque. Il y a même un moment où j'étais sur le bord du Doubs, j'ai dû m'allonger tellement j'étais pas bien, et il y a une personne qui s'est arrêtée qui m'avait demandé si ça allait et tout, j'étais au bord du vomi quoi, au bord du vomito. Désolé, je vais peut-être pas rentrer dans les détails non plus, pour les plus sensibles d'entre vous, mais en gros ça passait pas, je suis resté peut-être 10, 15, 20 minutes à rester assis sur le bord de la route, sur le bord de la piste cyclable, sans que je vomisse et sans que ça passe. J'ai repris le vélo et 3-4 km plus loin, c'est la première fois de toute ma vie de cycliste que j'ai vomi. Alors pas parce que
l'effort était trop intense. Ça, franchement, il y a plein de fois où j'aurais pu vomir à ce moment-là. Mais non, juste parce que j'ai mal digéré un truc. Autant vous dire que pour rentrer, il devait me rester peut-être 20 km, 30 km maxi. C'était horrible et super long. Et je le souhaite à personne. Donc voilà, évitez les mélanges. Faites bien attention aux dates de péremption sur vos gels, sur tous vos produits que vous mangez. Heureusement, par la suite, j'ai pu être accompagné par une marque qui propose des trucs à manger vraiment très bons. Je vous en parlerai un peu plus tard. On arrive à la 14e sortie. Et là, la 14e sortie, je sais pas pourquoi, mais je me suis sorti les doigts de quelque part. Et c'était assez fou. Donc je me suis donné comme objectif de faire 30 km/h de moyenne, ce que je n'avais jamais fait jusque maintenant. Ma meilleure moyenne jusqu'à maintenant, c'était 29 km/h, ce qui est déjà vraiment pas mal, sachant que je roule tout seul à chaque fois, quasiment à chaque fois. Donc évidemment, pour battre mon record, j'ai choisi un circuit très très plat. Donc j'ai longé le Doubs jusqu'à Chalon-sur-Saône, je suis monté jusqu'à Dijon et je suis revenu. Et j'ai enfin pu battre mon record sur un 300 km. Désolé, je suis un peu essoufflé. Ce record, il est assez ouf. J'ai fait en 9h40, ce qui correspond à 31,1 de moyenne. C'est assez dingue quand j'y pense. Je me suis arrêté que 23 secondes, ce qui est mon meilleur record sur 300 km ever et ma meilleure moyenne sur 300 km aussi. Et le tout en étant tout seul. J'ai maximisé tout. Tout s'est super bien passé. Cette fois-ci, j'ai pas vomi. J'ai super bien mangé, j'ai super bien bu. Je me suis arrêté juste pour uriner une fois parce que j'essaye d'uriner sur le vélo, mais il y a des fois où je peux pas. Et j'ai pas eu besoin de prendre de l'eau, donc c'est pour ça que je me suis quasiment pas arrêté. Et franchement, je suis pas sûr de rebattre un jour ce record. 2 semaines après, on arrive enfin à la moitié de ce gros défi. Il me reste moins de 4 mois pour faire la moitié, alors que j'ai mis 8 mois à en faire la moitié. Donc voilà, je sens que là, ça va être vraiment très très chaud pour finir ce gros défi de faire 30 sorties de 300 km. En fait, je crois qu'à ce moment, il me restait un truc du genre, je sais pas, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais 20 semaines pour faire 15 sorties. Donc j'avais quasiment plus le droit à l'erreur. Il fallait quasiment que je fasse une sortie par semaine. Et puis il y a cette lassitude qui commence à arriver et le fait qu'il y a aussi le changement d'heure qui va arriver. Et ça, vous allez voir, ça va me faire un petit peu câbler. Enfin bref, pour cette 15e sortie, je suis parti faire le tour du lac de Neuchâtel. Voilà, je suis pas très loin de la Suisse. Donc écoutez, j'en profite. J'essaie d'explorer pas mal de petits coins. Et donc c'était vraiment chouette. Les paysages étaient trop cool. Et c'est la toute première sortie où j'ai été accompagné par Cook & Run Energy. Cook & Run Energy, c'est une marque qui a décidé de m'accompagner à présent. C'est une marque qui propose des bars, tout est bio et fabriqué localement à Angers. Ils proposent pas que des bars aussi, ils proposent des lyophilisés, parfaits pour faire du bikepacking. Et il faut dire que pour cette sortie, ça m'a bien été utile. C'est l'une des seules fois où je me suis pas arrêté dans une boulangerie pour m'acheter autre chose. J'ai mangé que 4 bars de cette taille-là. Voilà, je les divisais en 2 tellement elles étaient hyper compactes, hyper consistantes. À partir de cet instant, je me suis un peu mis la pression et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une sortie toutes les semaines pour être sûr et certain d'arriver jusqu'au bout. Sachant qu'il y aurait eu les fêtes, etc., que j'allais peut-être pas pouvoir faire 300 km par semaine. Donc je me suis un peu mis la pression. Donc ce que j'ai fait sur les 2 suivantes, la numéro 16 et la numéro 17, c'est qu'en fait je faisais une grosse boucle de 150 km le matin. Je partais assez tôt. Je m'arrêtais manger chez moi le midi et après je refaisais une autre boucle avec un groupe qui partait le mercredi après-midi à 14h qui faisait environ 80 à 100 bornes. Et si vous n'êtes pas d'étanche en calcul, vous comprenez bien qu'il en manque un petit peu pour faire 300. Donc ensuite, je refaisais soit des tours de con pas très loin de Besançon, ou le long du canal comme ça c'était plat, enfin le long du Doubs comme ça c'était plat, ou alors je faisais une grosse boucle de 50 km. Bon, c'était assez rare, souvent j'allais là où c'était plat. Bon, comme je vous ai parlé un petit peu d'alimentation, vous êtes peut-être en droit de vous demander comment je fais sur le vélo pour bien manger, pour pas avoir de fringales, etc. Et puis aussi niveau hydratation, comment je fais. Alors déjà niveau hydratation, je partais souvent avec un sac d'hydratation avec une poche à eau de 2 litres dans le dos. Comme ça m'évitait de m'arrêter tous les quarts d'heure, tous les 50 km à des cimetières. Sachant qu'en hiver, souvent les cimetières, l'eau est fermée. Sinon, niveau alimentation, j'avais pas forcément un plan préétabli en tête. J'avais pas un certain nombre de glucides à intégrer par heure. Ce que je faisais, c'était plutôt à la sensation. Dès que je sentais une toute petite sensation de faim, je mangeais tout de suite. Ou je mangeais petit bout par petit bout. Après, il y a quelques fois où je m'arrêtais dans une boulange pour bien manger un truc salé en plus. Et parfois un peu chaud, ça m'aidait. Je dirais que la proportion de salé-sucré, c'est à peu près 80% de sucré pour 20% de salé. J'ai essayé de varier un petit peu.
Et après, au niveau de l'alimentation, mes plans ont bien changé à partir du dernier tiers. Avant de vous expliquer le dernier tiers, il faut que je vous parle un petit peu de la sortie numéro 19. La sortie numéro 19, c'était après le changement de l'heure, donc j'avais plus de nuit. J'ai changé mes roues, j'ai pris mes Legend Wheels, et je sais pas pourquoi, j'ai mal réglé le disque à l'arrière, ce qui fait qu'il y a eu un peu plus de frottement. J'étais vraiment trop dans le mal. J'avais décidé tout bêtement d'aller jusqu'au lac Léman et de revenir. Voilà, j'ai fait le lac de Neuchâtel. Lac Léman est pas très très loin, je peux pas trop faire le tour sinon ça me fait plus de 300 bornes. Ça m'en fait pas 600 non plus. Donc je voulais juste y aller et revenir. C'était super chouette, mais dès le kilomètre 50, j'avais super mal partout. En plus, il faisait froid. Bon, par contre, petite anecdote un peu sympa, j'ai vu un lynx traverser la route. Faut dire que c'est hyper rare d'en voir. Et ce qui était assez dur, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu abandonner. Je savais que dès que je basculais, il fallait que j'aille au bout. Je pouvais pas abandonner, je pouvais pas m'arrêter. Donc j'ai longtemps hésité. J'ai quand même basculé. J'ai quand même été au lac Léman. Mais bon, au mois de novembre, il fait froid. Il fait froid surtout dans le coin. Je suis arrivé à Pontarlier, il faisait moins 2 degrés. Il faisait froid. Je me voyais pas continuer. Il me restait encore 70-80 km. Il faisait moins 2 degrés. J'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. Donc là, je me suis dit, ok, il y a 2 choix. C'est soit j'abandonne, je prends un train et de toute façon, il n'y a pas de train. Soit je dors à l'hôtel. Voilà. Donc c'est un peu la deuxième fois que le Ibis Budget de Pontarlier. La première fois c'était lors de la GTJ, quand il pleuvait à verse sur une des étapes. Voilà, j'y suis allé une deuxième fois là parce que j'étais complètement cramé. Et j'étais bien content de repartir le lendemain, même s'il faisait froid. Et depuis ce moment, le dernier tiers, j'ai pas trop touché au vélo de route. J'ai pas trop été dehors non plus. Allez, on arrive au dernier tiers de ce parcours-là. Je suis bientôt à 200 km. Il est temps de vous parler de ce dernier tiers, de ce gros défi, de faire 30 sorties de 300 km. Voilà, après le Tour du Léman, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus safe de rester à l'intérieur et de faire ça sur Zwift. La première sortie sur Zwift, c'était fin octobre, le 22. J'étais dans le garage, il faisait à moitié froid, j'avais trop chaud. J'avais pas pensé à mettre le ventilateur. Bref, j'avais pas un setup optimisé. Alors pour ceux qui me l'ont demandé, le home trainer que j'utilise, c'est le Wahoo Kicker Core avec le système Cog and Click. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un système qui permet d'avoir qu'une seule vitesse et qui peut être commandé avec des petites commandes que je mets sur mes prolongateurs. Vous pouvez les mettre sur les manettes. Bref, ça vous évite de devoir changer les vitesses avec vos manettes à vous. Ça permet de bouger aussi dans les paramètres, etc., etc. C'est un petit peu gadget, mais franchement, c'est cool quand on l'a. Tout ça, ça m'a été envoyé par Zwift et franchement, merci beaucoup Zwift parce que faire toutes les sorties de 300 km que j'ai faites sur Zwift avec mon vieux home trainer, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas hyper intéressant. La seule petite sortie qui pourrait être intéressante, c'est quand j'ai décidé de faire toutes les rues de Watopia. Voilà, je l'ai fait pour une ville, donc à Tours, c'était en 2023 je crois. Mais globalement, je restais dans le désert là où c'est le plus plat possible pour essayer d'aller plus vite et que ça prenne moins de temps surtout. Alors au niveau des astuces, on pourrait croire que faire 300 km, donc passer de 10 à 12 heures sur le vélo, à l'intérieur, c'est hyper long. Oui, ça l'est, mais en fait, j'y ai trouvé une sorte de gros avantage qu'il n'y a pas, et bien sûr, quand on sort dehors. Le premier gros avantage, c'est que déjà, on se bat pas contre les éléments, on se bat pas contre le froid, on se bat pas contre le vent, on se bat pas trop contre la pente, et ça, entre guillemets, c'est plutôt agréable. J'ai pu regarder des séries, écouter de la musique, bref, c'était un petit peu plus sympa que dans le garage avec juste mon téléphone. Et je trouve que la récupération le lendemain, se fait un peu plus facilement parce que je trouve que j'appuie moins sur les pédales. Je vais pas forcément très vite, j'ai pas forcément beaucoup de puissance. Je crois que d'ailleurs la moyenne c'est 83 de puissance moyenne sur toutes les sorties Zwift que j'ai pu faire, donc c'est pas énorme. Mais le lendemain, j'ai pas mal aux jambes. J'ai juste un petit peu mal à l'entrejambe parce que effectivement, quand on transpire un petit peu trop, l'entrejambe, elle souffre un petit peu plus. Et niveau alimentation, pour le coup, c'est hyper simple. Pas besoin d'emmener de l'eau, pas besoin d'emmener de la bouffe. J'ai la cuisine qui est juste à côté, donc pour me ravitailler, c'est trop bien. Et là, pour le coup, je me suis pas gêné. Ça y allait à coups de gâteaux, de brioches, de pain de mie avec du Saint-Moré, de compote, de yaourt, bref. Que des trucs pas très bons pour le corps de base, mais là qui me faisaient plaisir.
Et il y a un petit truc un peu bonus, certes c'est peut-être un peu de la triche, j'ai gagné pas mal de kilomètres grâce à ça, c'est la pause café. Voilà, la pause café là, c'est en gros un système qui te permet de continuer à avancer et de pouvoir prendre une pause en même temps. Ton bonhomme continue d'avancer, toi t'es plus obligé de pédaler, tu peux aller aux toilettes, te préparer un petit frichti pour manger et le tour est joué. Ça me permettait en gros de gagner, on va dire, 1,5-2 km à chaque fois que je l'active. On peut l'activer heureusement que toutes les demi-heures. Donc j'ai peut-être gagné, allez, on va dire une cinquantaine, voire peut-être un peu plus de kilomètres dans tout ce gros défi, mais franchement, ça enlève rien à tout ce gros défi, ça c'est clair. Par contre, le gros inconvénient quand on est sur Home Trainer, c'est qu'en fait, eh bien on est toujours obligé de pédaler pour avancer. Donc ça reste beaucoup plus usant, surtout pour le mental, ça c'est clair, mais aussi et surtout pour les articulations. Donc voilà, en tout et pour tout, dans tout ce gros défi de faire 30 sorties 300 km, eh bien j'aurais fait, en comptant cette dernière sortie que je suis en train de faire là, j'aurais fait 10 sorties sur Zwift. Donc merci Zwift de m'avoir envoyé le Home Trainer, franchement sans ça, ça aurait été un peu plus compliqué. Grâce à ce Home Trainer et grâce à Zwift, j'ai pu faire un défi que je pensais pas réalisable tellement il est long et super dur mentalement, c'est de faire 1000 km sur Zwift. Mais avant de vous en parler, passons à l'un des seuls défis que je me suis lancé lors de ce 30 x 300 km que j'ai échoué. Bon, j'y arrive. 24e sortie de 300. Je mets mon sac de provisions, tiens, je le mets au milieu, comme ça je suis sûr que personne ne va me les prendre. J'ai des bidons, j'ai de la bouffe. Et on va aller lancer l'activité. On va voir combien ça fait. Déjà, premier tour. Allez, c'est parti. Putain, un truc de merde. Allez, je vais le prendre au plus large, on va voir combien ça fait. Oui, je vous ai pas dit, ça me semblait assez évident parce que vous me suivez sur Instagram. Cette 24e sortie, c'est faire 300 km sur le tour d'un rond-point. Voilà, donc voilà, ça fait exactement 120 mètres. Allez, on va essayer de voir combien ça fait. Au plus court, il y a une toute petite pluie en plus. Allez, au plus court, ça fait 76. 76 et 120, on va dire que la moyenne c'est de 100 mètres, ça fait à peu près 3000 tours. Je vais pas m'amuser à les compter. Niveau moyenne, je pense que je vais faire du 20 de moyenne à peu près. Tant qu'il n'y a pas de voiture, je vais rester au plus large et si je vois qu'il y a un peu de trafic, je vais mettre au plus court. Bon, et bien vous savez quoi, on se retrouve un peu plus tard pour savoir si oui ou non j'ai pété un câble. Et surtout à partir de combien de temps je pète un câble, parce que très clairement je sens que ça va pas être le 300 km le plus facile. Bon, petit point sur la situation après 50 km. Il fait 2h19, alors on va dire 2h20. Il fait vraiment froid, c'est vraiment le plus dur. Du coup, petit point sur la situation après 50 km. Vous voyez les stats là, 2h20, 50 km. 11 mètres de D+. J'ai calculé, a priori ça aurait dû faire 120 mètres de dénivelé sur 300 km. Là du coup ça me ferait plus de 60. Donc voilà, je pense que ça sera autour de 100 mètres de dénivelé pour 300 km. Et en termes de moyenne, je suis à 21,5. Et voilà, en tout cas voilà, c'est quand même sympa, hein. Je suis au pied de la citadelle. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui me regardent, qui se demandent ce que je branle. Je pourrais pas leur répondre à part leur dire que je fais 300 km sur un putain de rond-point. Et alors, pourquoi j'ai choisi ce rond-point? Pas forcément pour sa taille parce qu'il fait 100 mètres, parce qu'il est surtout à côté de chez moi. Bon, à part ça, il n'y avait pas grand chose de plus à dire. Ah si, à force de tourner dans le même sens, j'avais la tête toujours inclinée vers la gauche et j'avais super mal au cervical. Évidemment, impossible d'imaginer tourner dans l'autre sens, donc je faisais avec la douleur. Niveau mental, c'était quand même relou, hein. Je dirais que c'est même pire que faire de 12 à 13 heures de home trainer. Et si tu te poses la question, non, je n'avais pas le tournis. En fait, j'allais pas trop vite, donc ça allait, mais quand j'accélérais, ça devenait un peu plus compliqué. Il faisait super froid et moche, et franchement, pour un dimanche, il y avait un peu trop de circulation. Du moins, plus que ce à quoi je m'attendais. Alors, un peu plus tard, il s'est passé ce qui devait se passer. Bon, kilomètre 154 les amis, ça fait bientôt 7 heures que je roule. Je commence à me dire que ce serait plutôt une bonne idée d'abandonner. C'est assez fou de dire ça après avoir fait autant de kilomètres sur ce putain de rond-point. Et je pèse mes mots. La raison elle est assez simple, c'est que la nuit vient de tomber de nouveau.
Ce matin ça allait, il y avait vraiment personne, mais là il y a du monde, les gens ne voient pas super bien. Et typiquement les gens qui vont à gauche, et ben ils ont tendance à pas trop me laisser passer parfois. Alors je leur en veux pas, hein. Enfin je me mets à la place des automobilistes. Je me dis c'est assez rare de voir des cyclistes, des voitures, quoi que ce soit, faire plein de tours de rond-point. Donc ils n'anticipent pas le fait que je fasse un autre tour, donc ils démarrent. Et parfois, soit ils ne me voient pas et continuent, ce qui peut amener à... Moi je freine et je dois faire attention. Soit ils me voient, ils pilent, et ça peut entraîner des accidents, genre quelqu'un qui fonce dans quelqu'un qui pile. Ça a failli arriver tout à l'heure. Il a failli avoir un carambolage, en partie à cause de moi. Mais bon, je me dis que pour un défi à la con, ce serait dommage de mettre en danger d'autres personnes et surtout me mettre en danger moi. En plus, voilà, avec la fatigue, je suis moins vigilant. Voilà, lui il s'arrête en plein milieu. Un bel exemple de ce que je racontais tout à l'heure. Je suis de moins en moins vigilant, de moins en moins patient. Voilà. Le deuxième en un tour. Donc c'est que non, il doit y avoir un problème. Je vais voir, là il y a ma copine qui va arriver pour me ramener un thé, me ramener ma doudoune. Peut-être qu'avec ma doudoune j'aurai plus chaud et ça me motivera plus. Croyez-moi, le problème c'était pas le fait d'avoir froid, c'était pas le fait d'avoir une doudoune. Donc spoiler, j'ai abandonné. Et t'arrêtes genre là tout de suite maintenant? J'aimerais bien essayer quand même avec la doudoune, mais... Ouais, mais c'est pas une question de doudoune, c'est une question de sécurité. Sans surprise, j'ai décidé d'arrêter cette 24e sortie de 300 km. Ça retarde un peu la fin de ce gros défi et ça me laisse moins le droit à l'erreur pour les prochaines sorties. D'ailleurs, la suite s'annonce tout aussi difficile que ce tour du rond-point. C'est parti pour le 24e 300. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Enfin si, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, je viens d'arriver sur le site de la Malcombe, pour ceux qui reconnaissent. C'est le circuit des dernières coupes du monde. Voilà, sur des terres néerlandaises, parce que les derniers vainqueurs c'était Van Empel et Van der Poel. Voilà, des néerlandais. Been beaten so far this season, he continues his winning run here at the World Cup for 2024-25. Around number 8, it's his third win in a row. L'idée, elle est très simple, c'est de faire 300 km de cyclocross. Je vais me préparer et je vais vous expliquer un petit peu tous les enjeux de cette sortie qui me fait un peu peur. Bon alors pourquoi il me fait peur cette sortie de 300 bornes? Tout simplement parce que je suis en train de mixer deux disciplines qui n'ont rien à voir. C'est tout à fait l'opposé. On est en train de mixer l'ultra distance que vous connaissez et le cyclocross peut-être que vous connaissez un peu moins. Ça me fait peur aussi parce que il y a des passages techniques forcément, qui dit cyclocross dit technique. Là sur le circuit il y a 2 passages d'escalier, j'ai pas mis de planches parce que voilà, les planches sont rajoutées par les organisateurs. Bref, je finis de me préparer et puis il sera temps de vous montrer un peu tout ça. Je vais souffrir, je vais beaucoup souffrir. Alors, ça va être parti hein. Je suis gonflé à 2 barres, là je suis sur les grilles de départ. Allez, on va pas faire un départ canon hein. Alors je connais pas encore trop le circuit, même si je l'ai tracé. Là ça part sur le goudron. Je vais essayer de me donner des points de repère, histoire de passer toujours au même endroit. Oh la vache, il fait froid. Et j'interromps votre programme pour refaire le rush parce que c'était un peu n'importe quoi le premier tour de circuit. Je savais pas trop où aller, donc je pouvais pas trop vous expliquer. Bref, là je vais vous réexpliquer. Là ça commence sur la route. Je prends à gauche après le poteau sur un grand arc de cercle. Voilà, le premier tour c'était assez compliqué, j'avais pas mes repères, je savais pas où aller. Donc là heureusement ça va, j'ai à peu près tracé le circuit. C'est le 13e tour, je suis dans mon 13e tour là. Voilà, je vais aller chercher l'arbre là, ça monte. Et donc à force de passer au même endroit, c'est bon, ça fait la trace. Là c'est un peu mon point de repère l'arbre. Je redescends. Alors j'ai un peu modifié le circuit par rapport à la Coupe du Monde, parce qu'il y a un endroit où on peut pas passer, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis pour
que ce soit un peu plus confortable en termes d'ultra, pas que ce soit trop casse-couille. Là c'est les premiers escaliers, alors ce sera pas très académique, je mets pas le vélo sur le dos, pour la simple et bonne raison que le vélo est crade et que j'ai pas envie de me salir. Oui, quand je fais 2 heures de vélo et que je rentre chez moi après ça va, quand j'ai prévu d'en faire 20 heures, voire plus, alors là je tourne plus à droite. Et je vais vous montrer quand même la base de la base. Cette partie là je la fais plus, parce que déjà elle est dure, et que le GPS la remarque pas forcément. Donc c'est une perte de temps pour pas forcément un gain de distance. Là normalement je tourne là, c'est plus confort. Et je vais vous montrer le chantier là, il y a une ornière du diable. J'y passe plus parce que au bout d'un moment pour moi c'est pas assez sécurisé ça. Donc j'ai pas envie de me péter la gueule. Voilà, le circuit que je fais maintenant, il passe plus dans l'ornière, il va tout droit. Là je passe à travers le champ, enfin c'est même pas un champ, c'est une prairie. Je vais aller chercher la deuxième bosse, il y en a 5 en tout. 5 petits coups de cul, 2 escaliers, une montée sèche, la voici. Alors là normalement il y a une passerelle sur la Coupe du Monde. Moi je me suis pas embêté à construire une passerelle pour pas couper à travers. Allez, je vais essayer pour le beau geste de passer en vélo. Et là ça redescend tout de suite. On prend un peu de vitesse, on s'éclate, on est à gauche. On va aller chercher les deuxièmes escaliers. Alors je pense qu'à force je ne vais plus la monter en vélo parce que ça fait mal à la gueule. Alors là dans cette grande étendue d'herbe, normalement il y avait les postes de dépannage. Je vais dire poste de pilotage mais rien à voir. Alors moi ce que je fais là c'est que je passe un peu à côté des escaliers pour prendre un peu de vitesse. Mais normalement la trace, enfin il n'y a pas de trace à côté des escaliers sur la Coupe du Monde. Enfin sur le circuit de la Coupe du Monde. Besançon. Voilà, je vais pas très vite, je cours pas dans les escaliers. L'idée c'est pas de se foutre à bloc, l'idée c'est de faire 300 bornes. 16 de moyenne, 15,7, allez. 15,7, 320 mètres de D+, pour 29 km, plus de 3000 mètres de D+, 3200 sur 300 km, ce qui est pas mal, c'est beaucoup plus que le rond-point. Mais pour tout vous avouer, je prends plus de plaisir que le rond-point quand même. Alors là, normalement, la Coupe du Monde, elle passait pas du tout sur la route. Elle passait plus à droite, là, dans le terrain de tir à l'arc. J'espère juste que pendant la nuit, ce sera pas trop galère parce que je croyais que c'était une petite route, mais il y a pas mal de circulation. Bon, heureusement, la portion, elle est assez petite. Voilà, normalement, le circuit, il passait là. Il est remonté sur la route, là, mais il venait de la droite. Et là, dans cette bosse-là, Mathieu Van Der Poel, il allait à bloc, il dépassait tout le monde. Bon bah moi je vais pas à bloc et je dépasse personne. Le vélo il est dans un sale état mais heureusement ça colle pas. Allez, là on récupère un peu de sous-bois. Ah, c'est bien gras mais ça glisse pas trop. En fait j'ai quasiment pas besoin de relancer, quasiment pas besoin de freiner. Ce qui sera le plus dur à la longue, c'est toutes les petites bosses là, où à chaque fois je dois mettre un peu plus d'explosivité, ce que je n'ai plus à force de faire mes 300. Là une longue descente, dans un champ de patates, on vient récupérer, c'est la seule fois où je freine. On vient récupérer l'arbre, là je crois qu'il y a une racine, à chaque fois je glisse un peu. Alors là c'est pas conventionnel parce que je coupe 2 fois la trace à cause de ça. Sur la Coupe du Monde ils faisaient un espèce de virage à angle droit. Ils passaient à pied parce qu'ils se ramenaient plein de billes. Puis ça glissait tellement que c'était préférable de le faire à pied. La terre elle commence à sécher, en plus il fait beau, c'est trop agréable. Par rapport au rond-point où il faisait gris. Alors là j'ai pas trop réussi à retrouver où est-ce qu'il passait exactement. Alors normalement je passais là mais tiens, pour une fois on va essayer de passer en travers vraiment. En mode vraiment dévers. Peut-être que ouais ça passe en force. Voilà, puis je me tape moins les pierres. Allez, on va changer un peu et on va passer là. Là normalement c'est un peu en dévers mais ça passe tranquille. Et le pire c'est que ça s'enchaîne en fait. Là je viens de grimper l'espèce de dévers, alors il est moins sec. Celui-ci il est un peu plus sec. Je dois mettre un peu plus de patates. Au fur et à mesure je pense que lui
il passera plus en vélo. Je pense que là vous voyez ça fait quasi 2h30 km. Bon allez, on part sur une base de 20h je pense. Là c'est pareil, je sais plus trop, alors j'ai enlevé des virages. Moi la version confort je passe à gauche. La version confort est sécurisée. Là je vais vous montrer en face. Voilà. Là la Coupe du Monde passer là, près du parking. Moi je le fais plus pour la simple et bonne raison que ça me fait traverser une route. Et voilà, j'ai pas forcément envie de me mettre en danger. Voilà, et là ça redescend. On va chercher l'arrivée. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que j'ai cogné la route tout à l'heure. Pas que je pète un boyau. Là, on vient récupérer. Normalement, il y avait la ligne d'arrivée ici. Voilà, Mathieu Van Der Poel fait une bonne impelle. Je lève les bras ici. Moi, je vais pas lever grand chose. Moi, je passe ici. Parce que c'est assez serré quand même pour un circuit de Coupe du Monde. Et là, les petits whoops. Alors, je vais pas faire de whip comme Mathieu. Mais au moins, ça m'éclate. C'est rigolo. Faut bien se faire kiffer. Là, je sais plus trop. C'était un peu le bazar. Pas forcément de point de repère. Donc, écoutez, j'ai fait un tout droit. Allez, je vais vous montrer pour la beauté du geste. Essayez de bien le faire. Wow, jamais passé aussi vite. J'y passe plus pour la simple et bonne raison que ça nique un peu la transmission quand même. C'est pas terrible. Et là on arrive à la fin du tour. Voilà, 9 minutes au tour, 2 km 36, plutôt une bonne moyenne. Là ça fait 2 heures, je commence un peu à fatiguer, donc j'y vais vraiment mollo. Voilà. Bon bah écoutez, on va continuer. Bon, eh bien, j'enchaîne. J'ai plus trop le droit à l'erreur, donc j'avance. Pas vite, mais j'avance. Et il n'est pas question d'arrêter cette fois-ci. Et même les problèmes techniques ne m'arrêteront pas. Après, niveau matos, j'ai une crevaison lente à l'avant, donc j'ai changé de roue. Donc là, j'ai des boyaux qui sont moins, il y a moins de crampons. Mais comme ça a séché, grâce au soleil, grâce au vent, le terrain est moins mou, moins gadoueux aussi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, je vais en profiter aussi pour vous faire un petit aparté pour ceux qui connaissent pas trop. Parler un peu des spécificités du cyclocross. Cyclocross, c'est un effort très intense, très explosif, qui dure 1 heure en course pour les élites, 50 minutes, entre 50 minutes et 1 heure, avec pas mal d'obstacles, des planches, des dévers, des bosses à passer, à pied ou pas. Selon l'agilité de chacun, ça demande beaucoup de travail de technique. Et donc évidemment, c'est complètement différent de l'ultra distance, qui demande rien de tout ça, surtout dans l'effort que ça demande. Et il y a une grosse spécificité aussi, je vous en ai pas parlé, c'est le vélo, qui est pas du tout adapté au confort, vous vous en doutez, hein, parce que là on va chercher plutôt la rigidité, la performance. On va essayer d'avoir un cadre assez grand pour pouvoir mettre le vélo sur l'épaule. Pas de bidon, pas de porte-bidon, parce que il n'y a pas trop le temps de boire en 1 heure. C'est souvent hivernal, donc vous imaginez bien que le terrain est souvent boueux. Ça peut être très sec aussi, ça peut être très roulant. Souvent les moyennes, alors nous en élite amateur, ça tourne aux alentours de 20 km/h. Les élites World Tour, ça peut aller jusqu'à quasiment 30, voire même 30 sur des terrains très roulants. Donc voilà, c'est assez impressionnant, c'est assez spectaculaire. Les spectateurs aiment bien et c'est un sport qui est très coté, très connu, très réputé en Belgique. Il y a un côté aussi très mécanique, hein. Le cyclocross c'est un sport mécanique, comme le vélo d'ailleurs, mais le cyclocross encore plus. Ça demande une certaine gestion de la pression des boyaux. On court en boyau pour la simple et bonne raison que on a plus d'adhérence, il y a moins de risque de pincement de la chambre à air. Les tubeless commencent de plus en plus à revenir en cyclocross parce que c'est moins cher. Le boyau, on compte 70 € pour les moins chers, ça peut monter jusqu'à 100, 120.
Ça fait très cher quand il faut acheter. En temps de course, ça demande d'avoir un mec à dos, souvent un vélo avec un vélo de rechange ou à minima des roues pour en cas de crevaison, en cas de coup dur, en cas de problème, qu'on puisse changer facilement, puisqu'il y a une zone un peu à l'instar de la Formule 1, une zone où on peut changer de matos. 120 km. Il est temps de vous dire que ça commence vraiment à être dur là mentalement. Physiquement ça va, étrange. Je pensais que ma faiblesse allait être physique. Ouais, mais mentalement je sais pas, c'est dur quoi de se dire que j'avance, j'ai envie d'avancer hein. Mais j'avance pas vite et les kilomètres là ils sont longs, mais longs à avoir. Je suis à deux doigts de me dire vas-y j'arrête, ça c'est ridicule quoi. Ça rime à rien. Autant aller sur Zwift, être trop chaud. Ce 24e 300 là, il me fait chier. J'ai pas froid, je me sens en sécurité. Enfin il fait un peu frais quand même hein, mais ça va, c'est pas glacial non plus. J'ai mis des gants un peu plus chauds. Bon, la transmission elle passe de moins en moins bien quand même. Je me fais chier. Donc je pense que là je vais mettre un podcast. Des podcasts qui durent à peu près 1 heure. Moi ça me maintiendra un peu éveillé. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Et ben faire un 300 km en cyclocross, ça sera pareil, ça se fera pas en un jour. Bon allez, on se retrouve plus tard, sûrement quand je vais aller faire un petit dodo, justement. Après 150 km, et pour assurer la suite du parcours, je décide de rentrer chez moi, de bien manger, de bien dormir et de repartir en meilleure forme le lendemain. J'ai eu aussi une petite prise de conscience d'ailleurs. Je peux déjà vous le dire, et vous aviez sûrement déjà la réponse avant. Le cyclocross et l'ultra sont deux choses qui sont pas forcément compatibles. J'ai besoin de vivre les choses pour les comprendre et pour être sûr que ça marche ou que ça marche pas. Voilà. Maintenant je sais que j'ai fait cette connerie une fois, je la referai pas. Ah oui, c'est vrai, les emmerdes ne sont pas terminées. J'ai explosé un boyau. Le boyau à l'arrière, dans une descente, il a pété complet. Donc bah il me reste plus de roue de rechange à l'arrière. Voilà pour les news. On se donne rendez-vous plus tard. Bon, faut avancer un peu là, on est quasiment à 1 heure de vidéo. Ça devient aussi long que de faire 300 bornes. Du coup, voilà où j'en suis un peu plus tard. Bon ça y est les amis, on arrive au dernier kilomètre. J'ai toujours mal au biceps, mais à fond quoi. C'est un truc de fou, je pensais pas avoir mal là, je pensais avoir plus mal au dos. C'est quand même une zone que je travaille en renfo, donc ça va, je suis plutôt content de ne pas avoir trop mal au dos. C'est un peu au lombaire quand même. Il me reste 500 mètres. Je suis quand même sur la fin. Je vais pas refaire un tour complet. Là je vais aller à l'endroit où j'appuie sur le lap du Garmin pour savoir en quel temps je tournais. On va faire le tour et rentrer à la bagnole et ça sera bon. Allez, j'ai 300 bornes. 300 bornes. Ouh, c'est fait. Non, je suis content quand même. Je crois que c'était le plus dur. Je crois que c'était le plus dur de tous les 300 que j'ai fait jusqu'à maintenant, que j'ai réussi. Le rond-point, je pense que si j'avais été jusqu'au bout, ça aurait été méga dur aussi. Bref, on se retrouve pour le 25e 300, reprise après Noël, et après il m'en restera 5. En 2 sorties, ça devrait se faire. Allez, je vous souhaite, voilà, continuer la vidéo pour savoir si j'ai terminé ce défi de fou, de faire 30 sorties, 300 km. Moi, je vais me reposer et bien manger. Ça y est, on arrive à la fin, et donc à la fin de cette vidéo, il est temps que je vous explique un petit peu ces dernières sorties de 300 km. Bon, 3 jours après, j'ai fait une autre sortie, c'était la numéro 25 sur Home Trainer. Je peux vous dire que ça a été un petit peu plus vite, mais ce qui a été un peu moins vite, c'est les sorties 26, 27 et 28. Celle-ci, vous l'avez vue en live, parce que c'est tout simplement un 1000 km que j'ai fait sur Zwift en live. Vous avez pu le voir sur ma chaîne, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours mater la rediffusion. Bon, c'est un tout petit peu long, mais bon, si ça vous amuse, vous pouvez toujours le faire, c'est sur ma chaîne. Bon, sinon, à la fin de ce 1000, je ressens un petit peu meurtri. J'avais vraiment mal à l'entrejambe, des grosses douleurs aux articulations, c'était très très long. Mais ce qui retient surtout mon attention sur ce 1000 km,
C'est vous qui avez été super nombreux, plus nombreux que ce que j'avais imaginé, dans le live, à interagir, à m'aider aussi la nuit, à me tenir éveillé. Il y a un abonné qui est resté jusqu'à 4h du mat avant que je m'endorme. Et franchement, merci à vous toutes et vous toutes qui êtes restés sur le live. Et voilà, avec qui j'ai pu papoter, avec qui j'ai pu faire aussi un peu de vélo, parce que certains et certaines ont pu me rejoindre sur l'application, donc c'était vraiment trop cool. On arrive à l'avant-dernière, la 29e sortie de 300 km. Et je peux vous dire que celle-ci, j'étais vraiment très content de la faire. Il faisait assez beau dehors, il faisait pas trop froid, donc j'ai décidé de faire un petit peu comme avant, de faire une première boucle de 150 km, de rejoindre le groupe le mercredi après-midi, et puis de finir par une dernière petite boucle. Et ça m'a fait trop du bien de sortir dehors, parce que ça faisait super longtemps, et notamment après le 1000 km, ça faisait super longtemps que j'ai pas été dehors, ça faisait trop du bien, ça m'a permis de changer un petit peu d'air, avant de faire cette dernière sortie de 300 km, celle que vous êtes en train de voir actuellement. Je suis à 297 km, il me reste un peu moins de 3 km, et je peux vous dire que je vais être très content de terminer cette vidéo et de terminer ce défi. C'était une expérience de dingue. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur l'ultra-endurance, sur des petits formats, certes. L'ultra-endurance, 300 km en ultra-endurance, c'est très court. C'est presque un sprint pour certains. Évidemment, je peux que vous inviter à faire ce genre de petits défis, de gros défis. On va pas dire petit parce que c'est pas du tout un petit défi. Pour votre anniversaire ou quoi, vous lancez dans 1 ou 2 ultras, ou peut-être même 10 ou 15, je sais pas. Bref, lancez-vous, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend à se gérer son effort, c'est comme ça qu'on apprend à gérer la technique aussi, qu'on apprend à bien s'alimenter, bien s'hydrater, à se connaître aussi. Donc si jamais vous voulez faire des compétitions, voilà, je vous encourage à partir, à essayer, à tenter, et surtout à vous tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que je peux aussi remercier tous mes partenaires, sans qui cette aventure aurait été un petit peu plus délicate à gérer, notamment Cook & Run Energy, pour les bars. Franchement, ça m'a été d'une grande aide lors de ces 300. Chef de file qui m'a quand même accompagné au niveau vestimentaire, et je pense que sans eux j'aurais eu un peu froid l'hiver, et je pense que j'étais bien content d'être bien sapé l'été, donc merci à eux. Allez, il me reste moins d'1 kilomètre. Merci à Legend Wheels, parce que grâce à eux j'ai pu avoir utilisé la dynamo à l'avant et avoir un super éclairage pour quand je roulais de nuit sur la diagonale. Et pendant l'automne j'étais bien content d'avoir de la dynamo, donc merci à eux. Merci à Lyophilisé & Co qui m'ont fourni, surtout en électrolytes, qui m'ont fourni en nourriture, en lyophilisé, qui m'aident même au quotidien lors de mes aventures de bikepacking. Et aussi et surtout Cyclite qui sont là pour m'aider à avoir des petites sacoches, une petite sacoche de top tube que j'emmenais très souvent lors de mes sorties en ultra distance. Et surtout le sac d'hydratation avec la poche à eau qui franchement était trop bien. Merci aussi et surtout à ma copine qui a soutenu tout ça, qui était là pour parfois me pousser dehors et me dire allez va faire ton 300 et on n'en parle plus. Voilà, c'était un peu comme moi, elle en avait un petit peu marre à la fin parce que forcément ça prend beaucoup de temps et une fois toutes les semaines c'était un petit peu long. Allez, on arrive, il reste 100 mètres pour 100 km non. Et merci à vous surtout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, je suis arrivé à 300. C'était le dernier kilomètre, c'était la dernière sortie de 300 km. Je pourrais être content, je pourrais être ému, je pourrais pleurer, etc. Mais en fait non, je suis juste soulagé, j'en peux plus de ce défi. Il est temps de passer à autre chose, sur ma chaîne, dans ma vie, il est temps de passer à d'autres objectifs. Voilà, je l'ai dit en live, mais je vous le dis en vidéo. Mon objectif, ça va être de faire un peu plus de compétition sur route, d'essayer de trouver un nouveau club, de faire pas mal de petites sorties en bikepacking aussi pour vous montrer tout ça, faire beaucoup plus de vidéos un peu qualitatives autour du bikepacking, très inspirationnelles pour vous donner envie de partir. Moins d'ultra, je pense que je vais laisser l'ultra un peu de côté, quoique il y a un truc qui se profile pour 2027, si vous êtes un petit peu au courant des choses qui se passent en ultra distance, je pense que vous pouvez vite deviner. Mais bon, je pense que je vais faire 1 ou 2 sorties d'ultra lors de cette année 2026, mais ça sera tout. Voilà, je laisse l'ultra de côté. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite et ou d'aller un peu plus lentement en bikepacking. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Et moi, je vais ranger ce foutu home trainer et changer un petit peu le vélo parce que là, j'en peux plus qu'il soit avec les prolongateurs et tout.
Allez, on va faire un peu de rangement. Salut et merci.